Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est une priorité pour tous. Nos enfants doivent être protégés. Depuis la rentrée, une toute nouvelle délégation aux droits de l'enfant a vu le jour à l'Assemblée nationale. La députée Modem Perrine Goulet en est la présidente. Elle est notre invitée dans un court instant. Apprendre aux enfants à nager, cela peut sembler anodin, mais c'est en fait un vrai moyen d'inclusion de tous les enfants dans notre société. Ce sera le thème de notre deuxième partie d'émission. Enfin, on partira au Japon dans la chronique de Quentin Gribel, Vue à l'étranger. Il nous parlera du taux d'absentéisme en forte hausse dans le pays. Quentin qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Quentin. Bonjour Virginie. On commence ce journal avec l'ouverture hier des assises des mathématiques pour faire l'état des lieux de la discipline dans le pays. Oui, et ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas très rassurant. Pour le président du Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS, la situation des maths en France est très préoccupante et sera catastrophique si nous ne faisons rien. Il s'appuie notamment sur le dernier classement international PISA. La France y est 23e sur 79, une place considérée comme moyenne. Et ce n'est pas le seul défaut mis en avant par ces assises. Les maths sont les cancres des disciplines scientifiques en termes de parité femmes-hommes. C'est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche qui le dit. À l'université, par exemple, il y a moins de 25% de femmes parmi les enseignants-chercheurs. On fera une émission justement cette semaine sur les mathématiques en France. On vous en parlait au mois d'octobre. L'État a publié les indicateurs de position sociale des établissements scolaires. Alors après un mois d'études, eh bien, ces données pointent un manque de mixité sociale, notamment dans les collèges. Oui, d'après une enquête de nos confrères du Parisien, sur les 100 collèges les plus socialement favorisés du pays, seuls 18 sont des établissements publics. En clair, les collèges qui attirent les familles les plus aisées sont ceux du privé, alors que les élèves de familles modestes se tournent, eux, vers le public. En cause notamment le coût d'une année d'études dans le privé, en moyenne 650 €. Alors pour tenter de remédier à ce problème, Pape Ndiaye devrait annoncer dans les prochains jours un plan de mixité. Dans le Pas-de-Calais, un collège fermé pour problème de structure. Oui, ce n'est pas n'importe quel collège puisque c'est le plus grand du Pas-de-Calais. Le collège Jean Rostand à Marquise a été fermé en urgence hier pour préserver la sécurité des élèves et des profs. Pendant une visite de routine, des experts ont détecté des problèmes dans la structure en métal qui maintient le bâtiment. Les 900 élèves vont donc suivre leurs cours à distance cette semaine. Il y a un autre collège qui fait également l'actualité en ce moment, à Nancy cette fois-ci, mais pour d'autres raisons. Oui, cette fois c'est parce que c'est un collège écologique à énergie positive qui a ouvert ses portes à la rentrée en septembre donc. Isolation en paille, structure en bois, panneaux photovoltaïques. Grâce à tout cela, le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et ça se ressent sur les factures. Selon la présidente du conseil départemental, 90% d'économie en chauffage, 50% en électricité. Plutôt utile par les temps qui courent. On termine avec une autre bonne nouvelle, c'est ce secrétariat du Père Noël qui ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Oui, si vous voulez commander vos cadeaux, vous pouvez donc désormais le faire et jusqu'au 20 décembre. Alors deux possibilités, en ligne sur le site de la Poste ou par lettre. Attention, on croit souvent à tort que ce secrétariat est en Laponie, mais pas du tout. Il est chez nous en France, à Libourne. Et surtout, on n'oublie pas non plus de mettre son adresse au verso de la lettre pour que le Père Noël puisse y répondre forcément. Et il risque d'avoir du travail. L'année dernière, avec ces lutins, ils ont reçu plus d'1,2 million de messages. Oui, c'est gratuit, pas de timbre utile. Exactement. On écrit juste Père Noël et hop, ça arrive. Merci beaucoup, Quentin. Alors, quelles vont être les actions de la nouvelle délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale ? Eh bien, on pose tout de suite la question à sa présidente Perrine Goulet, qui est l'invitée du Grand JT. Bonjour Perrine Goulet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Modem de la Nièvre, également présidente de la nouvelle délégation aux droits de l'enfant créée à l'Assemblée nationale. Je suis ravie de vous recevoir à plusieurs titres. Cela fait 20 ans que plusieurs députés réclament justement cette délégation aux droits de l'enfant. C'est enfin le cas, et tant mieux. À son bord, cette délégation, il y a 36 députés de tous bords politiques. Vous dirigez donc cette délégation et c'est un combat de plus dans cette vie cabossée dès l'enfance. Je dis vie cabossée car finalement c'est ce qu'ont vécu des centaines de milliers d'enfants comme vous, le fait d'être placé en foyer si tôt. C'était une priorité pour vous justement en tant qu'oublié de la République, je dis bien le terme car c'est un mot que vous employez.
Alors, c'était une priorité, pas forcément que pour moi, mais parce que je pense que dans notre pays, on doit faire plus pour les droits des enfants, que ce soit les enfants protégés, placés, mais aussi tous les autres enfants. Donc, c'était pour moi une priorité, effectivement, qu'on arrive à mettre en place cette délégation. Le fait qu'on ait une présidente élue, présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a permis cette évolution et j'en suis ravie. J'espère que le Sénat fera de même rapidement parce que je pense important que le Parlement prenne en compte l'enfant dans toutes ses dimensions et dans chaque texte. Alors pour en venir à votre histoire personnelle, et puis je vais en venir effectivement après à l'inaction peut-être qui a été faite avant justement Yaël Braun-Pivet de Richard Ferrand et d'autres présidents de l'Assemblée qui ont répondu non justement à cette délégation. Mais on va y revenir juste après. Je disais, vous avez été placé très tôt en foyer. Ça a été extrêmement dur pour vous et je l'ai vu à l'Assemblée, j'ai vu ce moment où vous prenez la parole et j'ai l'impression que vous n'aviez pas préparé finalement le moment où vous alliez dire « moi aussi je l'ai vécu, j'ai été une oubliée de la République ». Votre famille était au courant de cela? Vos enfants le savaient? Votre entourage? Alors, ma famille proche, oui. Beaucoup d'amis l'ont découvert à ce moment-là. Effectivement, ce n'était pas prévu comme ça. Et à côté de moi, j'avais Aurore Berger qui siégeait à côté de moi, la nouvelle présidente aussi de Renaissance, et qui m'a dit « maintenant, il faut que tu ailles au bout ». Et donc, effectivement, je suis allée au bout. Et j'espère... alors, on peut ne pas toujours être d'accord avec ce que je fais, mais j'espère pouvoir montrer aux jeunes qui sont dans des institutions, qui sont dans des familles d'accueil, qu'avec le travail, même si le début de la vie est difficile, on peut y arriver. Et je pense que voilà, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est ça. C'est, voilà, oui, tout n'est pas toujours rose, mais ça peut aussi forger de beaux destins derrière. Ça n'a pas été rose, ces 9 années dans ce foyer? Non, parce que de toute façon, c'est comme toute collectivité où il y a des enfants, c'est toujours compliqué. Donc non, ça n'a pas été rose. Mais on en sort plus fort une fois qu'on a réussi à le passer, je pense. Quand on y arrive, on est aussi en colère, forcément. En colère de voir sa maman qui n'est plus là, son papa qui ne peut pas s'occuper de vous. Et puis ces autres enfants qui sont comme vous aussi, peut-être un peu perdus. Je ne sais pas si c'est de la colère, parce que quand on a 9 ans, je ne suis pas sûre que ce soit de la colère, mais c'est de l'incompréhension, de l'abandon, de l'injustice, plus que de la colère pure et dure, en fait. Je pense que la colère vient après. Et c'est justement pour cela que vous voulez aider tous ces enfants qui sont dans cette même situation, les aider à faire face à ces difficultés, à pouvoir monter cette délégation et travailler, et on va en parler justement, pour pouvoir faire avancer la société sur les lois faites pour les enfants. Est-ce que vous pensez avant cela, vous parliez tout à l'heure de Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez qu'une femme justement à la tête de l'Assemblée a fait, c'est parce qu'il y avait une femme que finalement cette délégation est née? J'en suis intimement convaincue, vraiment. Yaël avait co-signé un texte que j'avais porté avec ma collègue Florence Provendier l'année dernière. Donc, on savait que si Yaël devenait un jour présidente, on pourrait enfin aboutir. Et puis, au-delà de ça, Yaël Braun-Pivet, c'est quelqu'un qui est aussi très attaché, qui est maman comme moi, dont la maman a eu aussi un passé difficile puisqu'elle l'a révélé elle aussi. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi qu'on a cette sensibilité, je pense, de femmes qui vont pour un peu de louve où il faut aider les enfants. Voilà. Et je suis convaincue vraiment que sans Yaël, en tant que présidente, on n'y serait toujours pas arrivé. Et Richard Ferrand était contre? C'est parce que c'était un homme, selon vous, ou parce que c'était ses convictions à lui? Vous avez compris son choix à l'époque? Richard Ferrand ne voulait juste pas créer une nouvelle délégation ou une nouvelle commission. Il estimait que c'était porté par les commissions autres. Ce que moi, j'estimais pas, c'est une différence de point de vue. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un homme ou parce que voilà, c'est un ancien de la politique, ce que ne sont pas Yaël et moi. Et je pense que voilà, c'est le côté société civile qui est peut-être ressorti plus dans les profils de Yaël et de moi. Alors, quel va être le champ d'action de cette délégation droits de l'enfant? Alors, cette délégation, c'est un véritable plaisir de la présider, puisque du coup, on la crée. Donc, tout est à créer, tout est à construire. Donc, nous, en tout cas, moi, ce que je souhaite en faire, et en ayant discuté avec la présidente, c'est vraiment donner une visibilité aux enfants, au Parlement notamment, mais également à l'extérieur, que les associations, ceux qui ont besoin, et des interlocuteurs privilégiés à l'Assemblée nationale.
et que dans chaque texte également qui va passer à l'Assemblée nationale, on ait ce regard d'enfant. Comme on peut avoir la délégation aux droits des femmes, qui a sur chaque texte un regard droit des femmes, nous, on veut avoir la même chose sur chaque texte, avoir ce regard droit des enfants. N'oublions pas qu'on construit la France de demain pour les enfants, et donc il est important que les enfants en fassent partie. Ça veut dire que pour chaque loi votée relative justement aux droits de l'enfant, eh bien, les députés passeront par cette délégation, passeront par vous ? Pas spécialement, parce que là, c'est les commissions qui restent souveraines dans les textes. Donc en fonction du sujet, si c'est un sujet école, ça passera par la commission des affaires culturelles. Si c'est un sujet social, ça passera par les affaires sociales. Mais par contre, on aura la possibilité de se saisir ce qu'on appelle pour avis, c'est-à-dire de donner notre avis en tant que délégation. Mais au-delà des textes purs dédiés à l'enfant, je vois là typiquement dans la loi qu'on est en train de regarder sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, j'ai regardé ce qu'on pouvait emmener vis-à-vis des enfants dedans pour améliorer, notamment là c'est un amendement pour mieux prendre en charge la formation des policiers et des gendarmes au recueil de la parole de l'enfant. Donc voilà, c'est avoir dans chaque texte ce regard, qu'est-ce qu'on peut emmener pour l'enfant dans ce texte ? Est-ce que l'enfant devrait être pris en compte et ne l'est pas ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour le prendre en compte ? Donc voilà, c'est avoir cet œil, j'allais dire, bienveillant, et toujours en ayant en tête les droits de l'enfant. Et puis après, c'est auditionner, mener des travaux aussi. Là, on va lancer une mission d'information sur les droits de l'enfant en Outre-mer, notamment, parce qu'on parle souvent des droits de l'enfant, mais il y a des spécificités Outre-mer. Donc on va avoir des moyens qui vont nous permettre de travailler des sujets qui sont pour moi très importants. Alors la réalité en France qui vous a poussé justement à monter cette délégation, eh bien, c'est aussi les chiffres. Les milliers d'enfants placés pour cause de violences au sein des familles, d'abus sexuels, de maltraitance, d'abandon. Le chiffre est effrayant, 120 enfants qui perdent la vie chaque année sous les coups, sous la violence. Alors pourquoi, selon vous, l'État a mis autant de temps à réagir ? On parlait de Richard Ferrand il y a quelques minutes, mais ce n'est pas tout nouveau. Je veux dire, c'était pareil il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Regardez le temps qu'il a fallu pour qu'on prenne en compte les féminicides. C'est encore plus compliqué, je pense, quand c'est des enfants, parce que on a du mal à imaginer que des parents, des proches soient violents avec des enfants. Et puis, il y a le poids de notre société qui date depuis des années. Et quand on voit dans les années 60, 70, ce qui était autorisé, entre guillemets, avec des enfants, on a vu des scandales récents d'adultes qui avaient des relations sexuelles avec des enfants et que personne ne retrouvait à dire. On a vu certains de vos collègues en plateau trouver complètement normal qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec un mineur. Alors, pas ici. Non, pas ici. On n'aurait pas laissé passer. Non, pas chez vous, mais je veux dire des collègues journalistes. On est bien d'accord, vous faites bien de le préciser. Mais voilà, il faut que la société avance. On a autant d'infanticides, donc de morts d'enfants, que de féminicides. On ne parle que des féminicides et c'est très bien, il faut parler des féminicides, mais j'aimerais qu'on ait la même colère vis-à-vis de toutes ces morts d'enfants et ces destins brisés de jeunes innocents. Et je pense que la société a beaucoup de mal à regarder en face que des parents puissent être violents avec leurs enfants. Alors vous dites, on parle des féminicides, certes on en parle un peu, mais on en parle peu, et on parle très peu effectivement de la violence faite aux enfants. Mais on a l'impression, effectivement, comme pour les femmes, que les enfants ne comptent pas ou peu quand on regarde le nombre de peines de prison qui ne sont pas faites du tout pour les prédateurs sexuels ou les meurtriers. Comment vous expliquez cette situation où à la fois les féminicides, les meurtres d'enfants ou la violence simplement faite sur les enfants soient mises de côté? On regarde davantage, en fait, les prises de participation dans des grandes boîtes privées, on regarde les problèmes financiers ou autres, mais finalement, la violence, elle est mise de côté. Je pense que c'est parce que c'est une violence qui peut arriver dans chaque famille. Et donc ça fait peur ? Et je pense que ça fait peur. Quand on s'attaque à ceux qui détournent de l'argent, des choses comme ça, on se dit ça ne peut pas être chez nous. Là, chacune et chacun a dans sa famille, quand on connaît les chiffres, qui est de dire qu'il y a à peu près 2 enfants victimes d'agression sexuelle dans une classe, ça veut dire que chacune et chacun, dans son entourage plus ou moins proche, a forcément une famille dysfonctionnante. Et je pense que c'est difficile à voir la réalité en face, y compris pour les féminicides. Pour moi, c'est la même logique. En société, souvent, le couple, on a l'impression que tout se passe bien, et quand la porte est fermée, c'est autre chose. Et quand on dit qu'il faut signaler, quand on entend chez les voisins, quand on entend
ou quand on a des doutes, je pense que les deux sont identiques. Le retard qu'on a pris dans la société pour se rendre compte de cette situation, c'est ça finalement, c'est la peur. C'est pas l'idée de ne pas vouloir voir, c'est vraiment la peur de se dire non mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a les deux. Et il y a le poids de la société, effectivement. On sort d'une société patriarcale, comme beaucoup. Il a fallu que la femme prenne sa place en tant que femme et pas juste en tant que femme d'eux. Et ça, je pense que c'est pour ça que maintenant on commence à parler des violences faites aux femmes. Et les enfants, il faut aussi qu'on leur fasse prendre leur place d'enfants et pas enfants d'eux. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Les parents n'ont pas tous les pouvoirs sur leur enfant. Et c'est encore compliqué quand je vois dans d'autres domaines, que ce soit sur l'école ou sur d'autres choses, où même la justice a du mal à se dire que tous les parents n'ont pas tous les pouvoirs sur leur enfant. Et ça, c'est compliqué. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est aussi la notion des droits des enfants. Les enfants, finalement, ne connaissent pas leurs droits. Non. On leur a jamais expliqué, t'as pas le droit de toucher à ça, t'as pas le droit de mettre ta main dans le feu, t'as pas le droit, effectivement, de faire des bêtises, ou tu as le droit de travailler. Mais c'est tout ce qu'ils savent, en fait, finalement. C'est ça. Vous faites très bien d'aborder ce sujet parce que c'est vraiment un cheval de bataille que je compte mener avec cette délégation. C'est que les enfants connaissent leurs droits dès le plus jeune âge. C'est quel âge dès le plus jeune âge ? Dès la maternelle. Je pense que dès la maternelle, avant de connaître forcément leurs droits, c'est leur dire, par exemple, on n'a pas le droit de te toucher, tu n'as pas le droit de toucher le sexe de ton petit voisin, il n'a pas le droit non plus, tu n'as pas le droit, sachez que ça fait pas très longtemps, mais ça fait que 3 ans qu'on n'a plus le droit de mettre des fessées, des claques et avoir des violences psychologiques auprès de ses enfants. Donc, moi, je pense que dès la maternelle, avec des contenus adaptés, et il y a des associations qu'on va auditionner prochainement qui le font déjà, on est capable d'expliquer un certain nombre de droits aux enfants. Et puis, quand on aura expliqué leurs droits, eh bien, peut-être que, du coup, les parents qui sont dysfonctionnements, ça s'arrêtera plus vite. Et si ça s'arrête plus vite, moi, j'ai bon espoir qu'à terme, la société soit plus apaisée aujourd'hui. Parce que comment veut-on, à un moment, diminuer la violence dans la société quand des parents qui sont très forts vont mettre des claques à des bébés ou à des enfants en bas âge. Enfin, à un moment, et est-ce que ce seront ces mêmes parents qui vont accepter qu'en maternelle, vous disiez non, on ne touche pas le sexe de l'autre enfant ? Bien sûr que non. Et on l'a vu quand Marlène Schiappa, sur le précédent quinquennat, voulait remettre, j'allais dire, l'ouvrage sur le métier avec l'éducation sexuelle. Je pense que ce mot sexuel fait peur. Et moi, je parle plus volontairement d'éducation au corps. Et même, je pense qu'il faut remettre de l'éducation à la parentalité dans notre société, dans les classes plus grandes, vers le collège ou le lycée. Mais effectivement, les droits des enfants doivent être mieux connus des enfants dès le plus jeune âge. Et l'UNICEF qui porte ça a des kits qui permettent de parler à tous les âges des enfants. Il faut juste que, entre guillemets, on sache qui le fait. Moi, je suis convaincue que l'endroit où passent quasiment tous les enfants, c'est l'école. Et donc, je suis convaincue du rôle que doit mener l'école. Alors, est-ce que c'est les enseignants, est-ce que c'est des associations qui doivent venir dans l'école le faire ? Peu importe. C'est toute la question. Mais on a les enfants tous les jours dans un lieu et je pense qu'il faut se servir de ce lieu pour leur apprendre leurs droits. D'autant que les professeurs ont déjà une lourde tâche qui est d'enseigner, d'éduquer, puis aussi une tâche qui est effectivement lourde aussi psychologiquement. On le sait, les professeurs sont fatigués, harassés, on connaît les périodes difficiles qu'ils traversent en ce moment. C'est effectivement, j'imagine, aussi un enjeu pour eux de faire ça bien, de mener à bien cette tâche, de pouvoir expliquer leurs droits aux enfants, mais encore faut-il qu'ils soient formés pour ça. Alors, et au-delà de ça, effectivement, les enseignants aujourd'hui, on leur demande de faire énormément de choses. On leur demande de faire l'éducation à savoir nager, parce que les parents ne le font plus, savoir faire du vélo. On va en parler justement aujourd'hui dans cette émission. Savoir, effectivement, lutter contre le harcèlement. Aujourd'hui, les enseignants, moi, je pense qu'on a tout intérêt à les recentrer sur leur savoir, c'est-à-dire apprendre à faire apprendre aux enfants. Et après, je pense qu'il y a des mécanismes avec des associations qui peuvent venir le soir, après l'école, faire ces sensibilisations avec ou sans l'enseignant, parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter les temps horaires des enseignants à l'infini. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on recentre les enseignants sur leurs enseignements de base, parce que nos enfants ont aussi besoin d'avoir un niveau scolaire important pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes et se rendre compte de certaines choses. Donc je pense qu'on a une école de demain à construire pour décharger les enseignants de tout ce qu'on leur a emmené depuis des années, et mettre peut-être des associations, des intervenants extérieurs, le sport, la culture, et qu'on ait un socle commun pour tous les enfants sur tous les droits, parce que les droits de l'enfant, c'est effectivement la lutte contre les violences, mais c'est aussi le droit
au sport, le droit à la culture. Et ça, je pense que le lieu de vie de l'enfant qu'est l'école devrait s'ouvrir pour permettre toutes ces sensibilisations. Alors justement, effectivement, on va en parler parce qu'il y a cette disparité sociale, justement, la disparité d'accès à l'éducation, aux activités périscolaires, aux 3 repas par jour pour tous les enfants. Cette délégation, à quel point elle va permettre justement d'élargir ce champ d'action, je vais y arriver, pour pouvoir aider justement ces enfants qui sont en situation d'inégalité sociale à l'école? Alors, moi, je pense qu'on a tout un travail à faire pour essayer justement de faire évoluer l'école, pour voir effectivement comment on accompagne ces enfants. On a tenté les petits déjeuners gratuits, on a la cantine à 1 €, pas partout justement. Donc il faut effectivement qu'on voit comment on démultiplie tous ces dispositifs-là, parce que par exemple, là, cette année, on est obligé de recentrer, entre guillemets, obligé, mais les petits déjeuners ne fonctionnent pas du tout en métropole. Par contre, fonctionnent très, très bien en Outre-mer, parce que ça correspond au mode de vie Outre-mer. Donc, on va accentuer les petits déjeuners gratuits en Outre-mer. Et effectivement, en métropole, il faut peut-être qu'on voit d'autres dispositifs. On a élargi le nombre de communes qui peuvent être bénéficiaires des cantines à 1 € et il faut vraiment que les communes s'en emparent. Mais alors donc ça veut dire, pardon de vous couper, mais ça veut donc dire qu'il faut travailler à la fois de concert avec le ministère de l'Éducation, de concert avec le ministère peut-être de l'Agriculture, enfin de l'alimentation, c'est-à-dire que pour travailler sur des idées, si vous voulez, sur la cantine à 1 €. Comment faire pour pouvoir à la fois être efficace sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur les circuits courts, sur l'écologie, et en même temps penser à tous ces enfants qui effectivement ne se nourrissent pas comme il le faut. Et là, vous avez oublié le ministère des collectivités, puisque voilà, les porteurs des cantines, ce sont les collectivités, que ce soit le département ou la commune, en fonction si c'est le collège ou les primaires. Et donc, vous le savez, quand on démultiplie le nombre d'acteurs, je ne dis pas, forcément, c'est formidable, cette délégation qui vient d'être créée pour les droits de l'enfant, mais ce que je veux dire, c'est que ça démultiplie encore une fois un passage obligé. Alors, est-ce que ça démultiplie ou est-ce que justement... Démultiplie la force. Est-ce qu'on va pouvoir faire le lien entre tous ces acteurs qui se parlaient peut-être pas assez ? Moi, je nous vois plutôt comme un point de centralité où on va pouvoir interroger tel ministère et peut-être mettre du lien entre... D'ailleurs, les premières auditions vont être les auditions ministérielles. Et après, effectivement, là, vous me parliez des denrées alimentaires, etc. Oui. Enfin, la cantine à 1 €, c'est en fait la cantine que font tous les jours l'école, sauf que l'État vient emmener de l'argent auprès de la collectivité pour que la collectivité baisse le prix. Donc, en fait, c'est l'accompagnement des collectivités qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qu'on fait avec les budgets. Mais après, effectivement, chaque collectivité reste souveraine. Si elles n'ont pas envie de faire du bio, elles n'en feront pas. Si elles ont envie, elles ont envie. C'est notre pays, il faut faire avec. On a un pays avec des strates de collectivités qui ont toutes leurs responsabilités. Il faut travailler avec chacune. Alors, je parlais des chiffres effrayants tout à l'heure. Je vais en redonner un. Ce sont 300 000 enfants qui sont pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger. Les foyers sont l'objet de beaucoup de fantasmes chez les gens qui nous regardent, en l'occurrence aujourd'hui, ou en tout cas des concitoyens, des Français de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle justement de ces foyers et les problèmes majeurs que les enfants y rencontrent? Alors, ces foyers sont des lieux où des éducateurs sont là pour pallier les carences qui étaient au domicile des enfants. Et donc, les enfants sont mis sous protection dans ces établissements-là. La problématique des établissements, c'est que c'est un lieu collectif. Et comme dans tout lieu collectif, c'est susceptible d'avoir des violences, comme l'avait très justement dit il y a quelques années la défenseur des droits. Et donc, il est important pour moi de mieux encadrer ces établissements. En effet, par exemple, pour une crèche, on a des taux d'encadrement. Pour un centre aéré, on a des taux d'encadrement. Il faut savoir que dans ces établissements-là, on n'a pas de taux d'encadrement dédié. Parce que c'est pas dans la loi, parce que les départements qui sont chefs de file, c'est les départements qui pilotent ces foyers, nous disent oui, mais ça dépend des enfants, et puis on a des problèmes de recrutement, et puis c'est compliqué, et financièrement. Sauf que moi, je suis convaincue qu'il nous faut un taux d'encadrement, alors en nombre, mais en qualité aussi. Il faut qu'on ait des gens diplômés. À partir du moment où on a un taux d'encadrement qui évolue et des personnels diplômés, on voit la différence très clairement. Dans mon département, il y avait un foyer départemental qui, il y a quelques années, on connaissait d'énormes dysfonctionnements parce qu'il y avait un personnel pour 12 enfants. Suite à plusieurs réflexions, ils sont descendus à un professionnel pour 8 enfants, plus une femme de maison, on va dire, et ce sont des personnes diplômées. Donc, il y a encore des difficultés, mais moins qu'avant. Et après,
ayons bien en tête que les enfants qui arrivent dans ces institutions ont été victimes de violences ou de carences éducatives. Donc, ils ont aussi des problèmes de comportement qu'il faut comprendre et combattre. Je veux dire, un enfant qui a été violé de sa naissance à ses 6 ou 7 ans, au moment où on se rend compte qu'il est victime de violence, on l'enlève de sa famille, on le met dans un foyer, le temps que cet enfant comprenne que quand on aime, on ne viole pas, parce qu'il va Évidemment, assimiler. il ne comprend pas. Il assimile. Mon papa, il m'aime, mais mon papa, il me viole. Donc moi, ma petite copine, je l'aime, donc je fais pareil. Donc on voit bien qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur ces enfants-là et qu'il faut avoir des professionnels qui soient là pour encadrer et rééduquer, ce qui n'est pas méchant le mot rééduquer, voilà, mais réapprendre l'éducation de notre société à ces enfants. Et justement, leur réapprendre leurs droits. Ça prend du temps. Et des fois, effectivement, quand il n'y a pas un bon taux d'encadrement, quand il y a une mauvaise surveillance, eh bien, il peut y avoir des faits qui sont refaits sur d'autres enfants. Donc, moi, je suis convaincue qu'il faut effectivement qu'on réforme au niveau des taux d'encadrement et de la qualité d'encadrement. Et après, quand on aura déjà fait ça, je pense qu'on améliorera les conditions. D'où votre proposition justement de loi pour permettre à des personnes qui exercent une activité à temps partiel de devenir assistant familial. Oui. Merci beaucoup Perrine Goulet d'avoir été avec nous dans ce grand JT. C'était un plaisir de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes députée MoDem de la Nièvre et également présidente donc de cette nouvelle délégation aux droits de l'enfant créée à l'Assemblée nationale en espérant qu'il y ait la même chose au Sénat. Je le souhaite et j'espère qu'on va pouvoir démontrer avec nos travaux que le Sénat a tout intérêt à faire pareil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir David Suard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle Excellence Aquatique chez Récréa. Et face à vous, Olivier Grinon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes membre du Bureau national du Secours populaire français, ce si populaire Secours populaire français, vraiment qu'on aime tant. Alors, durant les vacances de la Toussaint, eh bien, donc il n'y a pas si longtemps, vous vous êtes mobilisé pour offrir des stages gratuits d'apprentissage à la natation à des enfants de familles défavorisées. Ça s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Comment est née cette opération? Ça fait 9 ans, je crois. David Suard. Tout à fait, ouais, ça fait 9 ans qu'on collabore en partenariat avec Soins Populaires et Récréa, et c'est une action qui est partie de notre part assez naturellement, puisque c'est notre enjeu principal d'apprendre à nager aux enfants, et il nous a paru important de trouver un moyen d'accompagner les enfants qui n'ont pas toujours cette chance-là. Donc le Soins Populaires était pour nous un partenaire important et riche d'expérience depuis 9 ans.
Depuis 9 ans, pourquoi? Parce que vous avez vu le nombre, les chiffres en fait augmenter terriblement de drames face à la non-possibilité de ces enfants de savoir nager ou de ne pas apprendre à nager surtout. Olivier Grénon? Oui, il y a un constat au Secours populaire, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas nager. Et on le voit, nous, lors de départ en vacances, quand on veut faire partir un enfant en vacances, souvent un enfant en difficulté, souvent on essaye de le faire partir dans une colonie de vacances. Souvent, dans les colonies de vacances, il y a un accès à la piscine. Et cet accès à la piscine, et donc le séjour est interdit aux enfants qui ne savent pas nager. Donc on se retrouvait en difficulté avec des enfants qui avaient besoin de sortir de chez eux et qui ne pouvaient pas bénéficier de vacances parce qu'ils ne savaient pas nager. Donc c'était un sujet de grande préoccupation. On était en échec sur ce sujet-là. Et oui, bien sûr, parce que l'idée, c'est évidemment de faire part à tous les enfants, et notamment les enfants en milieu défavorisé. Alors pourquoi eux sont plus touchés justement que les autres? Parce que dans les familles aisées, on apprendrait systématiquement aux enfants à nager? Alors, je ne sais pas si on apprendrait plus facilement aux enfants à nager. Alors, je pense que les préoccupations sont différentes pour les familles que nous aidons. Effectivement, les premières préoccupations, c'est l'alimentation, c'est la santé. C'est pas du tout les loisirs, ni l'accès au sport, ni quoi que ce soit. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est mis de côté. Et en plus, il y a effectivement une difficulté de plus en plus grande de la part de l'État à faire que les enfants aient accès puissent apprendre à nager dans le cadre scolaire. Oui, c'est ça en fait, c'est le problème des activités périscolaires dont on parle souvent et activités au sein même de l'école où, par exemple, dans le fameux cours d'éducation physique et sportive, il y a plusieurs activités souvent dispensées pendant l'année, par exemple, on va dire ping-pong, foot et natation. Et là, on se rend compte qu'il y a un vide. Beaucoup d'enfants qui finalement ne peuvent pas aller au cours de natation, seulement dispensés par le collège. Alors, la natation est particulière puisqu'il y a une obligation, c'est partie du socle commun de l'apprentissage. Donc, il y a une demande via l'Éducation nationale d'apprendre à nager à tous les enfants jusqu'à l'avant de rentrer en secondaire, donc en 6e. Mais le constat qui est fait au niveau scolaire, malheureusement aussi, est important sur l'ensemble du territoire parce qu'aujourd'hui, on peut déterminer qu'un enfant sur 2 qui rentre en 6e n'obtient pas ce fameux savoir nager. Donc, on appelle ça, ce test-là, on l'appelle le savoir nager en sécurité. Et c'est vrai que c'est encore plus important sur les enfants qui sont défavorisés socialement, parce que je pense que, comme vous le dites, les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Et puis en plus, à côté de l'éducation nationale, on peut aller chercher d'autres moyens d'apprendre, par des stages, par des cours, et il faut financièrement, c'est pas la même chose. Et puis aussi le constat que la natation devient un facteur d'inclusion, justement. Quand on sait nager, effectivement, on peut partir en vacances avec les copains dans les colonies. On peut aussi être là au cours, justement, d'EPS, alors certes obligatoire, mais enfin, comme les enfants ne savent pas tous nager, ils ne peuvent pas tous y assister. Et donc, c'est aussi un facteur d'inclusion. Oui. Il y a effectivement l'accès aux vacances, mais il y a l'accès au loisir. Effectivement, un enfant qui ne sait pas nager ne pourra pas aller à la piscine avec ses copains, ne pourra pas... Enfin, voilà, il sera mis de toutes les manières à l'écart. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous. Revenons à l'opération en elle-même. C'est donc un stage, c'est ça, gratuit d'apprentissage à la natation, qui dure combien de temps? Une semaine? Alors l'idée, c'est d'aller sur un cycle d'une semaine, donc de 5 séances, qui font à peu près 1 heure chaque séance, où il y a un temps d'apprentissage, bien sûr, qui va correspondre entre 45 minutes à peu près, et après il y a un temps de jeu, parce que le jeu est important aussi. C'est-à-dire que la suite du cours, c'est aussi prendre plaisir à l'eau, tout simplement. Alors le point de départ, c'est déjà de ne pas couler, c'est-à-dire qu'en fait, apprendre à pouvoir résister et s'en sortir, quoi qu'il arrive, si on tombe dans l'eau, j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, en tant que maman, ça a été ma première crainte quand j'ai eu un enfant, c'est de me dire, il faut absolument que je fasse bébé nageur, pour qu'elle apprenne à nager. Alors, bébé nageur est là pour faire de l'éveil aquatique, et donc c'est pour aider l'enfant c'est pas là pour apprendre à nager. Par contre, l'activité à apprendre à nager, aujourd'hui, encore une fois, il y a un test qui est national, qui s'appelle le savoir nager en sécurité, qui est un test qui permet de dire que votre enfant, dans une situation de piscine, est tout à fait en sécurité. Et ça, c'est un peu l'objectif qu'on voudrait passer. Il y a un test qui est juste avant, qui s'appelle le pass nautique, qui permet aux enfants de pouvoir faire une activité nautique. Et ça, c'est aussi très important. Et ça, c'est un test qu'on arrive relativement assez aisément à donner aux enfants du Secours populaire. Le pass nautique, c'est pas la même chose que savoir nager. C'est-à-dire qu'en fait, attendez, dites-moi la différence. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'eau, être à l'aise dans l'eau, mais on ne sait pas, en fait, être en équilibre dans l'eau. L'objectif est différent. C'est que le pass nautique permet de faire une activité nautique. On peut le faire avec un gilet.
Donc, ça va avec un gilet. jusqu'à un certain niveau de compétence, si vous voulez. D'accord. Mais le savoir nager en sécurité, ça permet vraiment dans toutes les situations, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait de l'ancienne ministre Roxana Maracianu, d'avoir un test qui permet de dire que l'enfant, dans toutes les situations, est vraiment sans risque. Et là, c'est le même test qui sera passé à l'Éducation nationale d'ailleurs. Savoir nager, c'est possible en une semaine? Non. En combien de temps? Alors, quand on a 6 ans, qu'on n'a jamais nagé, qu'on ne sait pas le faire, ou 10 ans, peu importe. L'âge, c'est un facteur. C'est-à-dire que plus on commence tôt, mieux c'est. Aujourd'hui, on sait qu'on peut commencer les apprentissages dès 4 ans. Mais après, le processus pour avoir vraiment le savoir nager en sécurité peut aller entre 15-20 séances pour chaque enfant. Mais tout dépend de l'histoire de l'enfant, tout dépend de sa connaissance du milieu, parce que vous parlez d'équilibre, tout ça. Mais avant ça, il y a tout un parcours de familiarisation. Et ça dépend de chaque enfant, ça dépend de son environnement, ça dépend aussi de sa culture et aussi de l'environnement culturel qu'il a, parce que ça peut avoir des impacts aussi. Il faut prendre tout en compte, quoi. Donc c'est hyper important avant de comprendre qu'on flotte, quoi. Quand vous dites prendre tout en compte au niveau culturel, ça veut dire quoi, Olivier Crénon? Ça veut dire que vous devez, à la fois les familles qui n'ont pas l'habitude d'aller se baigner, par exemple, pour qui ce n'est pas une tradition, il faut leur expliquer à quel point ça peut être effectivement un facteur d'inclusion, à quel point ça peut être sympathique, qu'on peut aussi se mettre en maillot de bain sans être complètement dénudé. C'est ça? Oui. Il y a tout un travail d'éducation, de persuasion auprès des familles que l'on suit. Ça se fait pas comme ça. Hein. Ça a l'air d'être évident de proposer à des enfants pendant une semaine de suivre des cours. Mais non. Il faut vaincre l'appréhension des parents. Il faut effectivement vaincre l'appréhension des enfants, parce qu'il y a certains enfants qui ont peur. Hein, mettre la tête sous l'eau est quelque chose, ça peut être un peu phobique. Donc il faut aussi vaincre cette appréhension-là. Et tout ça, c'est un travail qui se passe sur plusieurs mois. C'est pour ça que c'est un partenariat important quand il est reproduit d'une année sur l'autre. C'est parce qu'on peut préparer assez longtemps en amont les enfants pour justement travailler sur tous ces sujets-là. Alors comment réagit-il? Parce que vous parliez à la fois effectivement de la formation, de la première partie de ce stage, et puis après des jeux. On sait qu'apprendre en jouant, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus sympathique, et ça amène les enfants de manière plus facile effectivement à l'activité en question. Quel type de jeu vous leur proposez? Alors des jeux, il faut que ce soit des jeux qui soient... Parce qu'on est dans un univers complètement différent pour les enfants. Donc il n'y a plus d'appui terrestre, il n'y a plus tout ça. Donc il faut les mettre dans une situation où ils peuvent jouer en toute sécurité. Et c'était physique, mais aussi affectif. Et à partir de là, alors ça peut être plein de choses. Je pense à deux petits enfants qui étaient avec nous au lancement national, là, et deux petits enfants qui ont simplement joué à souffler une balle de ping-pong où ils ont pied pour faire une course. Et ça, c'est déjà un premier impact important pour eux sur apprécier l'eau, tout simplement, quoi. Apprécier l'eau et puis s'apprécier soi-même peut-être aussi, parce que finalement, quand on se retrouve dans l'eau, dans un bassin, encore je le disais encore une fois, on est rarement habillé de la tête aux pieds. C'est peut-être aussi une façon d'avoir confiance en soi, à la fois de se dire j'ai réussi à vaincre ma peur, peut-être ma peur de l'eau, et puis aussi à vaincre un peu ce regard sur soi quand on a 8, 10, 12 ans, enfin quand on devient ado, c'est pas hyper facile. Enfin, moi je me souviens de mes séquences à la piscine, je n'étais pas très à l'aise. Oui, non, mais ça permet effectivement, et c'est bien aussi que ce soit sur un ton un petit peu long, c'est-à-dire plusieurs jours, parce qu'effectivement, toutes ces appréhensions-là, il faut les vaincre. C'est vrai qu'un enfant, petit garçon ou petite fille en maillot de bain, c'est pas si évident que ça, surtout sur le regard des autres. Donc oui, tout ça, ça participe de cette semaine, et généralement, et en plus, les familles accompagnent, donc les familles, pour certaines familles accompagnent, donc certaines familles attendent, ça permet de mieux se connaître, ça crée des liens avec les enfants, donc une fois sortis du bassin, les relations continuent, donc ça, ça permet de vaincre beaucoup de choses. Et alors vous avez fait appel à pas mal de sportifs pendant l'opération, notamment à Richard Dacoury, un joueur de basket et vainqueur de 4 coupes quand même d'Europe. Pour les enfants, c'est une motivation aussi, les voir? Juste avant, je voulais compléter. Bien sûr. Parce que, là, justement, cette année, on a fait quelque chose de nouveau. On a offert aussi aux familles des places pour venir après le cours. C'est-à-dire que ça permet aussi, en dehors de cette activité, on va dire, ponctuelle pour apprendre, l'idée de les familles puissent venir avec leurs enfants, juste jouer, tout simplement, quoi. C'est partie des nouveautés qu'on a proposées cette année, donc évidemment gratuitement, quoi. D'accord. Et donc je parlais justement de ces personnalités qui étaient là. C'est toujours important aussi pour les élèves, les enfants, de voir des sportifs de haut niveau qui sont avec vous, qui sont dans cette opération. On n'a pas l'impression d'être que dans le social, mais aussi dans une espèce d'aventure tous ensemble. J'imagine que c'est une motivation.
Oui, bien sûr, pour les enfants, c'est des modèles, c'est évident. Mais c'est vrai que là, Richard Dacoury a été un modèle très particulier parce que je trouve qu'il a été complètement... c'est la première fois qu'on a un parrain qui va dans l'eau déjà, donc ce qui n'est pas si dommage. Ah oui, sur les 9 années, c'est la première fois. C'est la première fois, je crois, de mémoire. Je pense que c'est le premier, alors que basketteur, au départ, on ne pensait pas forcément. Et puis, non, mais il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est l'idée aussi de donner aux enfants que le sport, l'activité physique, n'est pas simplement que les champions, quoi. C'est le plaisir, c'est s'amuser. Et d'ailleurs, il le fait très bien. Oui, il le fait très bien. J'ai vu les images. On les a vues ensemble ici. Effectivement, ça avait l'air plutôt chouette. Mais écoutez, bravo pour cette opération. Hein, je le disais, comme un poisson dans l'eau. C'est ça. Opération que vous allez réitérer quand à Pâques, peut-être? Pour les prochaines vacances? Alors l'année prochaine, j'ai pas encore pour la Toussaint, alors peut-être. Alors il y aura des stages qui seront faits chez nous, même en février, puisqu'on va continuer cette opération pour différents. Pour chaque vacances scolaires, en fait. Aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de la France, et donc il y a des. Avec Récréa. Tout à fait. D'accord, ok. Et puis effectivement, chaque année, avec le Secours populaire, c'est ça? Avec le Secours populaire, bien sûr. Avec nos 10 ans les prochaines. Donc les 10 ans, sacrée opération quand même. Hein. Oui. Là, peut-être que vous ferez appel aussi à d'autres sportifs qui sont tout le monde dans l'eau. Et on fera un immense match de basket. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. David Sueur, je rappelle que vous êtes donc responsable du pôle excellence aquatique chez Récréa. Merci. Et Olivier Grinon, merci aussi à vous. Donc vous êtes membre du Bureau national du Secours populaire français. Je ne me suis pas trompée. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique Vue à l'étranger et c'est Quentin Kiribel. Alors aujourd'hui, dans Vue à l'étranger, cher Quentin, on part du côté du Japon où l'absentéisme et bien des élèves inquiètent les autorités. Oui, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui est grandissant. En 2021, 300 000 enfants et adolescents japonais ont manqué plus de 30 jours de cours sans aucun motif valable. C'est une hausse de près de 25% par rapport à 2020. Et si on remonte encore un peu plus dans le temps, en 2017, ils étaient 140 000 absents pendant 30 jours ou plus. Le nombre a donc doublé en même pas 5 ans. Et alors comment on explique l'absentéisme? Alors, 2 raisons. La première, elle est plutôt récente, c'est la peur du Covid, tout simplement. Selon nos confrères d'Europe 1, qui citent le journal japonais Yomiuri, un demi-million d'élèves ont contracté le virus à l'école. Les parents considèrent donc que leurs enfants ne sont pas suffisamment protégés dans le cadre scolaire et trouvent des alternatives pour leur faire classe. Et deuxième raison, c'est le harcèlement scolaire. Et ça, c'est un fléau de masse qui est enraciné au Japon. En 2021, les autorités ont recensé plus de 600 000 cas, soit une hausse de 19% en un an, 7 fois. Beaucoup d'enfants arrêtent donc tout simplement d'aller en cours. Problème, le harcèlement, lui, ne s'arrête pas pour autant. Il continue en ligne et cela peut malheureusement pousser au pire. Le suicide est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les 10-19 ans au Japon. Je ne savais pas que le Japon était touché à ce point-là. Et que font les autorités donc face à cela? Alors, dans un premier temps, pour lutter contre le harcèlement, une loi est entrée en vigueur en 2013. Elle a été actualisée en 2016, sans trop de réussite malheureusement. Comme on l'a vu, le phénomène se poursuit. C'est donc la société tout entière et la culture qui se sont emparés du problème. De plus en plus de films, de mangas traitent du harcèlement et de ses conséquences pour sensibiliser les jeunes. On peut citer par exemple le manga Life, où l'on suit une lycéenne qui se lie d'amitié avec une jeune fille qui fait vivre un calvaire à ses camarades. Son auteur était d'ailleurs elle-même victime de harcèlement à l'école. Mais autre exemple, le livre Renvoyer les morts, qui évoque lui un collégien qui s'intègre à sa nouvelle classe en s'attaquant également à un élève persécuté. L'œuvre a reçu en 2020 l'équivalent du prix Goncourt japonais. Et à côté de cela, pour les parents qui décident d'arrêter de scolariser leur enfant, il y a bien sûr l'école à la maison, mais il existe également l'école libre. Contrairement aux établissements ordinaires, souvent très formels, très exigeants avec les élèves, ces écoles leur offrent en fait plus de liberté. Les classes sont plus petites, les cours sont adaptés et l'objectif est de réussir à sociabiliser pour que ces enfants, souvent harcelés, reprennent goût à la vie en groupe. Problème, les diplômes délivrés par ces écoles libres ne sont pas reconnus par l'État japonais. Il reste donc malheureusement beaucoup de travail pour offrir à ces enfants un cadre d'apprentissage propice à leur épanouissement. Merci Quentin. Allez, tout de suite, c'est Malika Ménard que l'on retrouve dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, son invité est Chloé Morteau. Si je te demande un souvenir d'écolier précis. Un souvenir d'écolier précis, c'était, alors ça va être un objet. Ça va être le cartable, le ISPAC, en violet.
Parce que je sais pas si toi tu l'avais, mais alors le Eastpak, mais tu sais, au niveau des fesses. Tu l'avais en gris, oui, il fallait qu'il soit très très bas, tu vois, sauf que j'étais très très grande, donc genre, je mettais les trucs à fond. Il était au max. Il était au max, le pauvre truc. Et tu l'avais tout en bas. Et alors ça, c'était mon souvenir, parce que quand je l'ai eu, je devais être en 3e. Oh, j'étais trop contente. C'était important pour toi le style ? Oui, mais en fait, j'étais pas du tout stylée. J'étais trop grande. Les pantalons étaient trop courts, les manches étaient trop courtes, et voilà, les sacs à dos, j'avais pas forcément beaucoup de moyens non plus. Donc quand j'ai enfin eu ce Eastpak, pour moi, c'était tout un symbole, quoi. J'étais enfin à la mode. Et ça se passait bien justement avec les autres élèves ? Ouais, ça s'est bien passé. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je faisais jamais partie des in ni des out. Tu te fondais dans la masse. Ouais, j'étais au milieu. Bon, j'ai eu un petit moment, ça a été un peu difficile. Je me suis fait quand même les lunettes, l'appareil dentaire, très grande. Enfin, tu vois, j'ai un peu le... Mais sinon, ça allait. Non, ça allait. Des matières préférées ? Oui, alors l'anglais. Bah oui, évidemment, oui. C'est la seule matière où j'arrivais comme ça. Après, j'ai détesté les maths. Et un jour, je pense que c'est en seconde, j'ai eu un prof qui m'a fait aimer les maths. Ok. Et après ça, a été la révélation après ? Ça a été la révélation et je me suis fait 15 ou 16 de moyenne bac maths éco. Ah oui, c'est très bien. Ouais. Vraiment. Et j'ai adoré ça. Quelles études tu faisais avant de gagner Miss France ? Alors j'étais en BTS commerce international. Bon, c'est moi. Tu voulais faire quoi ? Je voulais... Alors attends, c'est ça, tu sais, tu te souviens ou pas ? C'est les moments où Pierre était on l'a refait, Chloé. Alors j'aimerais... je voulais travailler dans l'hôtellerie de luxe. Ouais. Et j'apprenais l'anglais, l'espagnol et le chinois. Ok, tu te débrouilles en chinois ? Et c'est exactement ce que m'a dit Jean-Pierre. Et il m'a retrouvée, je me suis retrouvée avec cette question-là. Il m'a dit « Ah, vous parlez chinois ?» Et moi « Oui, bah bien sûr !» Et il m'a dit « Pouvez-vous nous dire bienvenue au Puy du Fou en chinois ?» Et alors ? Et j'ai réussi à sortir. Et tu t'en souviendrais encore là ? Ouais, j'ai fait « Ni hao, Puy du Fou !» Et voilà, c'était ça. Mais au final, t'as rien fait en rapport avec ces études-là ? Et puis je parle pas chinois. Et t'as pas eu envie de reprendre les études après ? J'y ai pensé et la vie en fait m'a amenée autre part. Après Miss France, je suis devenue mannequin, je suis partie à New York, j'ai fait 3 ans à New York. Après je suis partie à Los Angeles, j'ai eu un enfant. Ensuite j'ai fait du PR, donc attachée de presse, et j'ai lancé ma marque de cosmétiques et ensuite de gummies. Donc non, les études non, je suis pas retournée. T'as eu une année de règne un peu compliquée ? Oui. C'est quel souvenir t'en gardes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit « Ah, c'était compliqué, c'était difficile ». Et en fait, maintenant, avec le recul, ça fait 13 ans, je suis à l'aise avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? On m'a beaucoup critiqué. Alors déjà, on m'a dit que j'avais triché. On a dit que mes parents... Ta première dauphine, c'est ça, en région. Avait dit que j'avais triché, que mes parents avaient payé les membres du jury. Après, lors de Miss France... On m'a dit que j'étais trop déterminée et que en fait, j'étais venue pour gagner. C'est le but. Je te dire que oui, j'étais venue pour gagner. Donc, mais tu vois, aujourd'hui, j'arrive à en rigoler de tout ça. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup blessée parce que je me suis dit, oh là là, c'est méchant. Parce qu'on avait du mal encore en France avec l'attitude de gagnante. Et aujourd'hui, tu constates que les filles, elles disent, mais tout le monde, elles disent ce qu'ils veulent. Moi, j'étais trop en avance, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que ça a évolué depuis. Je pense qu'effectivement, si j'avais fait cette élection et si j'avais été la même personne aujourd'hui, ça serait passé crème. Ouais. Alors qu'à l'époque, non. Ça s'était mal vu. T'as eu le sentiment que tu t'es fait harceler à ce moment-là ? J'ai eu le sentiment qu'on n'avait pas compris ce que je voulais et qui j'étais. Et que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui en veut, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à en vouloir et que voilà. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt une qualité. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Manika, merci Chloé. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous avez dit que vous avez écrit le bouquin grâce à vos élèves, parce qu'ils vous conseillent plein de séries. Vous, le top 3 que vous recommanderiez à des lycéens ? Alors, sans hésiter, la série la plus intéressante, c'est Years and Years. Ah, elle est extraordinaire. Voilà, elle est série anglaise, mini-série. Voilà, où il y a la guerre en Ukraine.
Effectivement, il avait prophétisé la guerre en Ukraine en 2018. Donc, extraordinaire. Et c'est un réalisateur, Davis, est quelqu'un d'extraordinaire. Numéro 2, Peaky Blinders, pour la thèse historiographique qui est défendue. Numéro 3, c'est un petit peu plus compliqué, mais... j'ai envie de conseiller quelque chose de plus ancien, The Wire, par exemple. Ah bah oui. Voilà, parce que le grand classique. Il ne faut pas oublier, on a tendance à consommer de la série et parce que c'est à la mode et il faut le voir le plus vite possible. Et il y a la suite de The Wire, enfin pas la suite, mais qui vient de sortir. Voilà. Et moi j'ai tendance à expliquer qu'il faut parfois aussi retourner voir des séries qui ont 15, 20, 30 ans. Elles sont extraordinaires. La baisse des inscrits au concours qui s'élève en tout à 34%. Cette baisse, elle vous inquiète ou faut la relativiser? Bon, on peut déjà... il ne faut pas généraliser trop rapidement certaines informations que l'on peut lire ou entendre. Il faut toujours recontextualiser. Vous me dites qu'on peut tout faire dire aux chiffres, c'est ça? Voilà, si on ne les a pas dans le contexte. Déjà, la 34%, c'est si on regarde sur la période 2018-2021. Oui. Si on regarde les rapports du jury du CAPES, comme on l'a fait entre nous, on observe qu'il y a une chute entre 2018 et 2021 de 34%. Mais elle ne concerne pas que l'allemand. Si on regarde actuellement d'autres langues vivantes étrangères, c'est peut-être plutôt un problème fondamental au niveau des langues vivantes étrangères en France. Si on regarde le CAPES d'anglais, par exemple, et je parlerai encore du CAPES d'italien d'ici quelques secondes, le CAPES d'anglais, cette année, nous avons une chute du nombre de postes mis en concours entre 2021 et 2022. On a perdu près de 17% de postes au concours du CAPES d'anglais, alors que le besoin est criant en enseignants, si j'ai bien compris. Bien sûr. De la même manière, en CAPES d'italien, par exemple, nous avons un certain nombre d'inscrits, mais il y a le nombre d'inscrits, un chiffre qui est donné, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'après, les candidats vont au concours. Et on regarde de plus près le rapport du CAPES d'italien, on se rend compte qu'il y a moins 55% de présents. Donc il y a un décalage entre les inscrits. Il y a quand même eu un gros creux en 2017. Au niveau de Au niveau des inscrits concernant le CAPES en allemand, après, effectivement, ça a tendance à remonter. Alors, tout ça, il faut remonter à l'origine. Il y a des réformes. Donc, le CAPES, c'est ce qu'on voit. Mais il faut remonter. Comment en arrivons-nous là? C'est parce qu'il y a à chaque fois, une réforme. Une réforme, les réformes. 3 en 5 ans. 3 en 14 ans. Ouais. Donc, ça fait tous les mandats présidentiels. C'est quand même beaucoup. C'est quand même assez énorme. Si je vous lançais un défi pour la 24e entreprise à venir et que je vous proposais de hacker ou en tout cas d'imaginer le futur de l'éducation avec de l'IoT dedans, ce serait quoi, Rafi? Je peux vous dire le futur de l'éducation avec Juice, parce que pour moi, Juice est l'avenir de l'IoT. L'IoT consistait à transformer objet par objet, alors qu'avec Juice ou avec la réalité augmentée de manière générale, on se dit que plutôt que d'aller transformer chaque objet à la fois, on pourrait peut-être avoir un objet qui pourrait agir ou interagir avec tout objet physique ou tout contexte physique dans lequel on est. Donc, Juice pour l'éducation, ça permet de savoir le truc plutôt que d'aller à l'école pendant une certaine période de sa vie, emmagasiner des connaissances et de se les mettre dans sa bosse comme un chameau qui va traverser le désert, met de l'eau dans sa bosse et ensuite vivre sa vie sur cet acquis, etc. Juice, ça permet de recevoir la bonne info, celle dont on a besoin, celle qui est la plus fraîche et la plus utile au moment dont on a besoin. Donc c'est une espèce de pédagogie permanente, d'une information permanente et non pas une espèce de moment circonscrit de la vie où on se met en retrait, on part en retraite, on va à l'école, etc. Et on fait le plein d'informations et après on repart dans la vie pour pouvoir les utiliser. Il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de savoir et on ne peut plus le consommer pendant des périodes circonscrites. Il faut pouvoir avoir cette info en continu. On continue en permanence. Hors antenne, on se dit tu, mais c'est vrai qu'il est d'usage sur les plateaux de télévision de se dire vous, sauf cas exceptionnel, sauf que dans le milieu du journalisme, en vrai, tout le monde se dit tu.
C'est la vérité, c'est la vérité. Mais alors d'où ça vient, le Alors en vouvoiement? France, la distinction remonterait au XIe siècle. C'est là qu'on commence à employer le vous pour remplacer le tu quand on veut témoigner du respect à une personne. C'est ce que je fais quand je vous vois en tant que chroniqueuse. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et en moi, tant que j'ai encore chroniqueuse, plus chère de Emma. respect pour vous, Emmanuel. Donc ça, c'est comme ça jusqu'à la Révolution française. Et c'est un peu logique. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes tous égaux et frères. On doit donc se dire tu. Citoyenne Emma, le tutoiement revient donc à la mode. Et oui, et certains révolutionnaires veulent même le rendre obligatoire. Et le tutoiement sera imposé dans l'administration et surtout à Paris. Mais ça, ce sera seulement pendant la période de la terreur où personne n'osait vraiment s'opposer à ce genre de décision. Et donc finalement, ça n'est pas inscrit dans la loi. Et non. Et quand la période de la terreur se termine, on oublie tout ça. Et c'est la liberté de choisir qui l'emporte. Mais c'est quand même sous la Révolution française que le tutoiement s'est démocratisé. Tutoiement qui est possible en français parce qu'il y a cette deuxième personne du singulier. Il y a des pays où on ne fait absolument pas la distinction. C'est évidemment le cas de l'anglais. Mais oui. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en France, au Moyen-Âge, on permet le tutoiement en plus du vouvoiement, alors qu'en Angleterre, il existait bien un tutoiement. Mais après le débarquement de Guillaume le Conquérant, dont je vous avais parlé dans une chronique au début de l'année, eh bien le tutoiement disparaît. Donc la cour anglaise commence à employer le pluriel you pour marquer le respect. Et c'est resté. You are wonderful, Emma. Thank you very much. You're welcome. You too. Oh, thank you so much. 3 heures hebdomadaires, Hélène, c'est vraiment le minimum? C'est catastrophique, 3 heures hebdomadaires, sachant qu'au lycée, il n'y a que 2 heures ou 2h30 pour l'allemand, donc on ne peut rien faire. Mais non, mais je ne vois pas comment tu peux prendre l'allemand. Voilà, donc c'est un leurre. On ne peut pas prétendre former la jeunesse, la future génération compétitive sur le marché du travail, sans les langues étrangères. Et pour ce faire, on doit avoir une exposition quotidienne à la langue. Et je fais juste un petit pont vers une information officielle sur le site du ministère de l'Éducation nationale, à savoir une infographie sur les langues vivantes étrangères, dont j'ai pris connaissance. Je vous ai transmis le lien. Il y a sur cette infographie des langues vivantes étrangères une information concernant le collège, à savoir pratique quotidienne des langues vivantes étrangères en France. Je me dis, où ça ? Dans quel collège en France y a-t-il une pratique quotidienne de 2 langues vivantes étrangères ? Wow. Voilà. Donc il y a cette infographie qui date de mars 2019 et actuellement, la réalité, il y a encore un décalage. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci Quentin Gribel d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Non. La semaine d'après. Non plus, il va peut-être falloir attendre en décembre si tout va bien. D'accord, ok. Espérons pour le Père Noël. Exactement, pour le Père Noël. Très bien, parfait. Merci Quentin. D'ici là, écoutez, nous on est là. Tous les jours, 24/24, vous pouvez nous retrouver sur School TV, Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com bien entendu, vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui, l'équipe c'était Angèle Jean-Girard à la réalisation, Saïd Mamou au son, Tahe Sayad au maquillage, rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.